Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis, comme d'habitude, ravie d'être parmi vous. Ouais. Ah. Bah, c'est passé ma diapo de titre. Donc, effectivement, merci. Le topo qu'on m'a demandé de traiter, c'est l'échographie périopératoire en pédiatrie. Donc, c'était même échographie en pédiatrie. J'ai rajouté périopératoire et c'est hors ALR. Donc, vous allez voir, je vais dire à peu près les mêmes choses que Laurent. Donc, ça tombe bien, les messages passent. Parce qu'effectivement, on parle de POCUS en pédiatrie. Maintenant, on en parle de plus en plus. Ça rentre même dans des recommandations. Et comme on vous le dit régulièrement ici, l'échographie, bah c'est pareil que chez l'adulte. C'est un examen non invasif, non douloureux, au lit du patient. Et en plus, en pédiatrie, vous allez pouvoir vous amuser avec. C'est-à-dire que l'enfant, vous lui dites, bah voilà, regardez, regarde ton petit cœur, regarde ce que tu as mangé, ça va être rigolo. Donc c'est en plus ludique. Et ça va permettre de vous donner des informations rapides, en temps réel, pour éventuellement prendre des décisions thérapeutiques, de prise en charge, d'orientation. Et comme l'a dit Laurent, toujours en association avec l'examen clinique, c'est-à-dire avec l'interrogatoire, l'anamnèse et l'examen clinique. Donc encore une fois, c'est contextualisé. J'arrive moins bien à le dire que toi. Et chez l'enfant, c'est encore plus vrai, en périopératoire, préopératoire, péropératoire et post-opératoire. Alors moi, j'ai pris 4 champs du POCUS chez l'enfant. L'évaluation gastrique, est-ce que vraiment mon enfant est à jeun et donc à risque d'inhalation? Les abords vasculaires. Est-ce qu'après une chirurgie, il est plutôt déshydraté, hypovolémique? Et pourquoi mon enfant, il respire mal, il est comme un schtroumpf? Alors, docteur, je crois que votre patient a mangé. Donc moi, je me suis fait mon petit tube pédiatrique. Vous allez voir qu'après, il y a ce qu'on appelle le tube, un examen clinique avec des réponses échographiques. Donc moi, je me suis fait mon petit tube. C'est un enfant, donc c'est un vrai cas clinique. Il a 2 ans. Il est 14h30 et on vous l'a envoyé pour, on va dire, des gestes, des procédures invasives dans le cadre de cancéro. Et puis, quand on interroge la maman, il dit, bah oui, il a mangé, mais il a mangé 2 chips. Et quand vraiment on interroge la maman, on lui dit, vraiment, est-ce que c'est 2 chips? Parce que c'est pas la même chose. Il dit, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on endort, on reporte. Alors là, c'est dommage. Je vous montre d'emblée le résultat et voyez qu'avec notamment les horaires, 14h38, donc on voit le lobe gauche du foie, juste en dessous il y a l'antre gastrique, et vous voyez là même pour des gens qui n'ont pas l'habitude de faire de l'écho gastrique, l'antre est dilaté avec du liquide et les petits chips qui sont là. Donc l'écho, ça va nous permettre de dire non, celui-là, je ne vais pas l'endormir, et en tout cas, on va peut-être attendre, puisque 2 chips, a priori, de 9h30, enfin de 9h jusqu'à 14h30, peut-être qu'on va pouvoir attendre. Donc on va répéter l'examen. Et malheureusement, chez cet enfant, sur l'image de droite, vous voyez, j'ai entouré les horaires. 16h32, donc c'est vraiment un vrai cas clinique. Cet enfant, il a toujours un estomac plein. Je vous rappelle juste sur la cinétique gastrique, ce qui est important, c'est les calories. Les chips, c'est bien gras, on aime bien ça, mais c'est gras et donc ça se digère beaucoup moins vite. Donc voilà, l'échographie a permis d'adapter nos stratégies anesthésie, c'est-à-dire qu'on ne va pas endormir cet enfant parce que ce n'est pas une urgence vitale. On a essayé d'attendre, mais la cinétique gastrique chez cet enfant est ralentie. Donc là, cet enfant, on l'a reporté au lendemain. Et bien sûr, on lui a dit ne mange pas de chips. Petite fille de 4 ans, elle chute sur une chaise, elle a une petite plaie qu'il faut suturer au bloc opératoire, il faut l'endormir. Dernier repas à 12h30 et puis il est 20h30. Cette enfant, elle court dans le sas, elle est toute rigolote, elle s'amuse, elle pousse son caddie. Il faut l'endormir. Quelle est votre stratégie? Qui un tube ou qui met un masque laryngé? Qui met un masque laryngé? Ok. Vigile, une rachis-vigile. Excellente question. Les Belges, ils sont hyper forts. Parce qu'en effet, je dis, moi, les IAD, elles sortent jamais ni un masque laryngé, ni un tube, ni de la cello sans que j'ai fait l'échographie gastrique. Et je lui dis, bon là, oui, ok, bon, allez, je vais faire parce qu'il faut faire, il faut être du systématique. Voilà. Et effectivement, entre plein, avec du solide, et on lui demande, mais t'as mangé quoi la dernière fois? J'ai mangé un gros Big Mac. Donc effectivement, toujours poser la question, qu'est-ce que vous avez mangé? Quand? Mais aussi quoi? Ça, c'est très important.
Donc finalement, alors pourquoi on veut savoir si l'estomac est plein ou vide? En fait, finalement, c'est le risque d'inhalation. Est-ce qu'il va falloir faire une induction à séquence rapide? Parce qu'en France, on fait encore des inductions à séquence rapide, c'est un autre débat. Est-ce qu'on peut manager des voies aériennes en toute sécurité avec un masque laryngé ou pas? Et donc ça, il va falloir se poser la question. Et donc la prévention du risque d'inhalation, c'est l'évaluation de la quantité, de la qualité de ce qu'il y a dans l'estomac, l'évaluation du contenu gastrique. Alors soit une évaluation clinique, soit une évaluation échographique. Alors est-ce que l'évaluation clinique marche? On programmait, les différentes études ont montré qu'il y avait une mauvaise corrélation, surtout pour les repas solides, entre le jeûne, la durée du jeûne et le volume gastrique. Et en plus, il y a une énorme variabilité à la fois inter-individuelle et intra-individuelle en fonction du moment de la journée, de la cinétique gastrique. L'estomac ne marche pas de la même façon le matin, l'après-midi et la nuit. Et en urgence, on a montré par différentes études que finalement, l'examen clinique, l'interrogatoire, l'anamnèse, entraînait un risque d'erreur de 50%. C'est comme jeter une pièce en l'air. On a une chance sur deux de se tromper et d'avoir la bonne stratégie en termes de technique d'induction, induction séquence rapide ou induction classique, et de management des voies aériennes supérieures. Et l'évaluation échographique, donc là maintenant il y a vraiment de la littérature en pédiatrie, ça va permettre d'adapter notre stratégie anesthésie et donc de personnaliser, c'est ça qui est important, de personnaliser. Pour le programmer, est-ce qu'on va maintenir, est-ce qu'on va reporter ou est-ce qu'on annule? Et pour les urgences, on va optimiser notre prise en charge anesthésique. Donc par exemple, cette étude qu'on avait réalisée à Lyon, on a inclus toutes les urgences. On demandait à l'anesthésiste qui prenait en charge l'enfant quelle technique d'induction il utilisait en fonction de l'examen clinique et l'interrogatoire. Et ensuite, on faisait une échographie de l'antre gastrique. Il s'avère qu'en fait, avec juste l'évaluation clinique, on se trompait dans la moitié des cas. 49% de stratégie optimisée, parce qu'on mettait une sonde gastrique et puis on aspirait. Alors qu'avec l'analyse échographique de l'antre gastrique, ça permettait d'adapter notre stratégie d'anesthésie dans 80% des cas. Et il y a les Grenoblois qui ont fait également une étude sur les fractures chez l'enfant. Ils ont fait l'échographie gastrique et eux, ils ont voulu regarder, savoir si ça permettait d'adapter le management des voies aériennes supérieures. Est-ce qu'il faut intuber? Est-ce qu'il faut mettre un masque laryngé? Ils ont montré que grâce à l'échographie gastrique, ils permettaient d'optimiser ce management des voies aériennes supérieures sans risque d'inhalation, sans risque de désaturation pendant l'induction. Et en plus maintenant, depuis 2 ans, enfin, l'échographie gastrique est recommandée, alors avec un niveau de preuve qu'il faut encore améliorer, mais en tout cas, dans ces recos qui sont sortis, des recos européennes sur le jeûne, on voit apparaître enfin l'utilisation d'échographie gastrique, à savoir surtout au niveau qualitatif. Je pense que maintenant, vous avez tous entendu parler des stades de Perlas, 0, 1 et 2, ça permet de stratifier les enfants et les adultes également en termes de bas risque ou haut risque d'inhalation, ça veut dire soit un antre vide en écluse dorsale et latérale, Perlas 0, soit quand vous le tournez, il apparaît quelque chose du liquide, c'est un Perlas 1, donc c'est là où on va se poser la question, est-ce qu'il va falloir calculer le volume ou pas avec la surface centrale. Et puis lorsque vous voyez quelque chose dès le l'écluse dorsale, et finalement vous n'avez même pas besoin de tourner l'enfant ou l'adulte, là vous savez que c'est un Perlas 2, et donc ce patient-là est à haut risque d'inhalation. Quelques petites images. Donc l'échographie gastrique va vous permettre de dire est-ce que l'estomac est vide ou plein. Ici, vous avez un estomac vide, donc le lobe gauche du foie. Ici, on voit la musculeuse qui est épaisse, donc c'est anéchogène. Donc là, il est vide. Là, vous voyez, c'est assez facile, l'antre gastrique est complètement distendu. C'est anéchogène, c'est du liquide. Donc ça permet de dire vide, plein. Et quand c'est plein, ça va nous permettre également de savoir si c'est plein avec du liquide ou du solide. Vous voyez bien, on voit bien la différence. Là, c'est une structure hétérogène qui ne bouge pas très bien, donc c'est du solide. Et ça, jamais on n'arrivera à l'aspirer avec une sonde gastrique. Ça, on peut se poser la question, notamment chez les plus petits. Alors, est-ce que maintenant, on peut également calculer le volume en mesurant la surface centrale? Malheureusement, en ce moment, chez l'enfant, en tout cas, il n'y a pas assez de données, il n'y a pas la super formule, il y a pas mal de biais dans les résultats. Donc pour l'instant, on n'a pas encore la formule magique qui va nous permettre de calculer le volume. Donc pour l'instant, on reste à une évaluation qualitative avec les stades de Perlas. Alors ensuite, on vous appelle parce que le gamin il est un petit peu potelé, on n'arrive pas à le perfuser.
Et vous savez très bien, pour tous ceux qui font de l'enfant, que ça peut être un enfer absolu que de perfuser nos petits enfants potelés. Au début, on les trouve très mignons. C'est mignon, c'est potelé. Il y a trois plis par bras et par cuisse. Mais en fait, après, on met 1 heure et demie à essayer de perfuser ces enfants, même sous anesthésie générale. Maintenant, dans la littérature, il y a beaucoup de données qui montrent que l'échographie pour la pose des voies veineuses périphériques, je ne parle pas des voies veineuses centrales, permet d'améliorer le taux de succès au premier essai, d'échec, etc. C'est dans les recommandations qui datent déjà, françaises, et maintenant il y a aussi des recommandations européennes, où il y a un petit lutin qui a participé, qui nous dit qu'il faut probablement utiliser l'échographie pour la pose de voies veineuses périphériques. Mais attention, c'est per procédural. Il y a plusieurs étapes, et il faut utiliser l'échographie dans toutes ces étapes. C'est-à-dire qu'on va faire le tour du propriétaire, on va pas aller directement en saphène, on se dit tiens je vais piquer tout de suite, non je vais regarder si la saphène à gauche est meilleure que la saphène à droite, ou alors il faut aller au niveau de la veine brachiale, donc c'est une évaluation pré-procédurale. On va ponctionner sous écho et on va aussi cannuler sous écho, c'est-à-dire qu'on va voir notre extrémité de l'aiguille et notre cathéter, je vais vous montrer des vidéos. On va voir si le cathéter est bien dans la veine. Et aussi, on va vérifier sous échographie que le cathéter, lorsqu'on infuse le produit, le sérum Phi, le cathéter est bien resté dans la veine et qu'il n'y a pas de diffusion. Donc vous voyez, c'est vraiment une échographie qu'on va utiliser à toutes les étapes. Après, pour l'instant, les recommandations ne disent pas il faut utiliser l'échographie pour tout le monde. Parce qu'effectivement, lorsque vous avez même un enfant ou un adulte avec des belles veines, on ne va pas forcément sortir l'échographie. Mais par contre, il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il y a un score, le DIVA score, qui va vous dire si probablement cet enfant va être difficile à piquer. Donc il faut savoir utiliser dès la consultation d'anesthésie ce DIVA score en disant attention, cet enfant risque d'être difficile à piquer. Et plutôt que de s'acharner à piquer, puis au bout d'une demi-heure, on va se dire tiens, je vais sortir l'échographie. Eh bien non, vous avez un DIVA score élevé. D'emblée, vous allumez et vous sortez votre appareil d'écho. Et d'emblée, vous allez regarder sous échographie où est-ce qu'on va pouvoir ponctionner cet enfant. Il ne faut pas attendre. Donc là, le pré-procédural, c'est important parce que notamment chez des enfants hospitalisés multiponctionnés, régulièrement on se dit tiens, oh, celle-là elle peut être pas mal, elle a déjà été piquée, mais au-dessus on voit bien. Eh bien non, en fait au-dessus, c'est thrombosé. On ne va pas ponctionner une veine thrombosée, donc on va aller voir ailleurs. Il faut que ça soit dynamique, et ça a été bien montré, c'est-à-dire qu'il faut voir la veine, on suit toujours l'extrémité. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, soit coupe transverse et ensuite on se met en coupe longitudinale. Et vous voyez l'aiguille là, donc je ne suis pas en intravasculaire. Donc c'est vraiment du guidage échographique. Soit ici en coupe transverse, on va toujours localiser notre extrémité du cathéter. On va regarder le type. Et puis en fait, le dynamique, vous le voyez ici, on va avancer toujours en recherchant l'extrémité du cathé. On va avancer notre sonde d'écho pour être sûr qu'on est bien en intravasculaire. Et on vous le dit souvent chez l'enfant quand on ponctionne. Lorsqu'on a le reflux, il faut encore cathétériser quelques millimètres de plus pour être sûr vraiment que le cathéter se trouve dans la lumière vasculaire. Ce n'est pas parce que l'aiguille est en intravasculaire que le cathéter n'est pas en intravasculaire. Donc il faut vraiment guider l'aiguille et le cathéter en intravasculaire. Et ensuite, il va falloir vérifier. C'est-à-dire parfois, on s'est dit, ça c'est bon, je suis dedans, allez, on peut lancer l'induction, et lorsque j'injecte le propofol, ça diffuse. Eh bien non, vérifiez votre injection. Ici, finalement, vous voyez que la veine, elle reste un petit peu gonflée. Quand on est en dynamique, on va un petit peu plus loin, et bien on va voir que là, en fait, on a fait une diffusion du produit. Alors qu'ici, je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas, vous injectez, vous voyez la veine qui est complètement plate puisqu'il n'y a pas de garrot, et à chaque injection, hop, elle se dilate. Donc ça, c'est une vérification post-procédure. Donc ça, c'est important. Ensuite, on vous appelle, vous avez endormi votre péritonite, vous avez fait l'échographie gastrique, vous avez fait votre VVP sous échographie, et puis finalement, en salle de réveil, il n'est pas terrible, je trouve un peu tachycarde, j'ai pas l'impression qu'elle est douloureuse. Et donc c'est là où on va pouvoir aussi utiliser l'échographie. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite parce qu'il n'y a pas forcément de spécificité pédiatrique.
Et même par rapport à l'adulte, par rapport à tout ce que vous a dit Laurent, il y a moins de données dans la littérature. Malgré tout, on en parle de plus en plus dans le périopératoire, donc c'est vraiment pour nous anesthésistes réanimation, c'est pas juste pour les réanimateurs pédiatres ou les cardiopédiatres, avec surtout en fait une évaluation qualitative. Et comme on vous l'a dit, c'est pas parce que vous faites pas d'écho tous les jours, vous prenez votre sonde d'écho, vous regardez de façon qualitative l'aspect de votre ventricule gauche, et on a vu, ça c'est aussi prouvé dans la littérature pédiatrique, que l'évaluation qualitative permettait quand même d'évaluer la fonction ventriculaire gauche, et aussi si jamais il y a un épanchement péricardique. Donc là, les images finalement sont les mêmes que chez les adultes, il n'y a pas forcément de spécificité. Il y a des discussions sur les cut-offs des chiffres pour savoir si l'enfant répond au remplissage, mais en tout cas, vous voyez que c'est les mêmes fenêtres et les mêmes images qu'on peut trouver. Donc si vous faites de l'adulte, si vous faites de l'écho cardiaque chez l'adulte, prenez aussi la sonde et faites-le également chez l'enfant, ça permet d'avoir vraiment de nombreuses informations. Et puis l'écho pleuropulmonaire, Laurent vous en a beaucoup parlé, eh bien c'est pareil. Il faut faire de l'écho pleuropulmonaire, que ce soit en péropératoire, même en préopératoire, en péropératoire, en post-opératoire. Il y a les mêmes images que chez l'adulte, avec les lignes B, les lignes A. Donc il faut savoir en faire. Il faut savoir notamment, par exemple, cet enfant qui a une péritonite, elle respire pas bien en salle de réveil ou même dans le service. Il peut y avoir plusieurs hypothèses. Les épanchements, les atélectasies. Donc il faut faire cette échographie, c'est rapide. Il faut bien sûr le faire en rapport avec l'examen clinique et avec l'anamnèse. Ça, c'est important, sachant que chez l'enfant, l'embolie pulmonaire, chez les prépubères, donc c'est rare. Donc déjà, là, vous pouvez éliminer cette hypothèse diagnostique. Mais en tout cas, il faut savoir répéter cet examen, toujours dans le contexte clinique, et en fonction de ce que vous avez pour l'échographie pleuropulmonaire, l'associer à l'écho cardiaque pour savoir s'il y a une origine cardiaque à tout ça, sachant qu'encore une fois, chez un enfant, là on contextualise, j'arrive pas à le dire, je le laisse à Laurent Z. Les enfants insuffisants cardiaques, c'est rare. D'accord ? Donc déjà, vous avez une information supplémentaire. Donc là, en fonction de votre résultat de l'écho pleuropulmonaire, déjà vous avez beaucoup d'informations avec une prise en charge adaptée et optimisée. Donc là, vous voyez, c'est à peu près les mêmes images. On peut avoir un épanchement, on peut avoir des consolidations, et après une péritonite, ça peut arriver. Mais en tout cas, vous allez pouvoir poser un diagnostic juste avec l'échographie pleuropulmonaire qui évite aussi les irradiations chez l'enfant. Et ça, c'est extrêmement important chez l'enfant. Et notamment maintenant, dans les recommandations chez les enfants en réanimation, il est recommandé d'utiliser l'écho pleuropulmonaire et l'écho cardiaque pour permettre d'adapter et d'optimiser notre prise en charge. Par contre, pour l'instant, en tout cas, ce qui est bien recommandé, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser pour le diagnostic des cardiopathies congénitales. Donc si vous avez un enfant avec des antécédents de cardiopathie ou avec une suspicion de cardiopathie, là, il faut appeler les spécialistes, les cardiopédiatres. D'accord ? Donc il faut savoir aussi les limites de cette échographie. Les limites, pour chaque champ qu'on a vu, il y en a quelques-unes quand même, il faut les connaître. Pour l'échographie gastrique, il y a encore quelques difficultés, notamment pour repérer un estomac qui est vide. C'est facile un estomac plein, mais vide, c'est un petit peu moins facile. Donc je vous recommande d'en faire régulièrement, sans forcément d'adapter vos stratégies, mais en tout cas, il faut en faire. Il y a encore un problème pour le calcul du volume, on l'a vu. On n'a pas encore la formule magique pour calculer le volume quand on mesure la surface antrale. Au niveau vasculaire, chez les tout petits, c'est encore pas facile. Même si on a l'écho, ça raccourcit quand même la durée de ponction, mais parfois c'est vraiment difficile. Et donc c'est là où il faut se former chez les faciles. Donc lorsque vous avez un enfant, même si vous voyez par exemple la SAFEN, prenez votre appareil d'écho et entraînez-vous à ponctionner sous écho, que ce soit en début de procédure et aussi en post-procédural. Au niveau cardiaque, il y a encore des pathologies complexes chez ces enfants, donc là c'est compliqué. Et puis l'épanchement pleuropulmonaire, les pneumothorax, c'est pas si facile que ça quand on n'a pas l'habitude. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de vous former. Laurent Z vous a dit maintenant une vingtaine d'échos suffit pour être formé. L'échographie gastrique chez l'enfant, on parle d'une trentaine à peu près. Donc faites-en, venez aux AEA, venez vous former. En tout cas, il faut connaître les images normales, mais également les images atypiques, ça c'est important.
Et donc maintenant, c'est vraiment rentré dans notre stratégie de prise en charge en anesthésie et réanimation pédiatrique en périopératoire. Et par contre, c'est très important de venir vous former. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a les voies aériennes, il y a l'ALR, il y a le Doppler transcrânien. Enfin, il y a plein de choses. Donc, on utilise l'échographie en périopératoire pédiatrique. Lancez-vous, faites-le. Vous allez voir que c'est vraiment... D'abord, les images sont nettement plus belles que chez l'adulte. Et puis, en plus, ça va vous apporter des informations qui va permettre de personnaliser, d'optimiser votre prise en charge. Merci beaucoup pour votre attention.